À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Ce troisième podcast parlera de la dimension mentale en compagnie de Richard Ouvrard. Les deux animateurs seront Patrick Juvin et Eva Serrano, tous deux conseillers haut niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour Eva. Bonjour Patrick. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans cet épisode, nous allons parler de préparation mentale en compagnie de Richard Ouvrard. Bonjour Richard. Bonjour. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es et nous expliquer ce que tu fais ? Alors maintenant je me définis comme un facilitateur de développement et non plus seulement coach ou préparateur mental, qui sont des termes pour moi insuffisants par rapport à mon activité. Voilà, donc facilitateur de développement, ça veut dire faciliter le développement des autres, d'un groupe ou d'un individu, et ça intègre l'individu dans sa globalité, dans son contexte, mais aussi dans son histoire de vie. Et bien entendu, pour ce qui concerne le sport de haut niveau, dans sa pratique sportive au sens large, depuis le début, voire parfois même transgénérationnel, parce que je m'intéresse aussi à l'histoire de la personne. Qu'est-ce qui l'amène à faire du sport de haut niveau et qu'est-ce qui le motive ? Et donc là, tu travailles avec quelle équipe ou quel individu, quel sportif ? Là, maintenant, j'ai concentré mon activité sur le basket. J'ai été sollicité par le DTN du basket, Alain Contansou, et un tout petit peu aussi pour l'équitation et quelques sportifs individuels. Alors moi, à ce sujet, j'aimerais que tu me parles un petit peu de performance et comment tu arrives à créer en fait un contexte vers cette performance, que ce soit à la fois individuellement ou collectivement. Alors, la première étape, c'est surtout de ne pas chercher à créer quoi que ce soit. C'est d'abord partir de là où est la personne, l'individu. C'est-à-dire, où est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il est plutôt dans un frein, dans une retenue, dans une problématique ? Est-ce qu'il est dans son élan de développement ? Oui, mais un sportif a forcément des objectifs. Ouais. Donc on est obligé d'aller vers à la fois du court terme, mais aussi du long terme. Oui. Mais là, pareil, ça c'est intéressant. Merci pour la question sur les objectifs, parce que c'est là où je cherche à me dissocier un petit peu des courants habituels. On parle de détermination d'objectifs dans le mouvement classique Palo Alto et PNL et autres. Aujourd'hui, je m'y intéresse bien sûr, mais je pars pas de là. Bien sûr, je vais l'écouter sur ses objectifs, je vais écouter l'entraîneur sur les objectifs, mais aussi sur la demande qui m'est faite par rapport à l'accompagnement. Mais ce qui est le plus important, c'est quand même de partir de là où est la personne. Et parfois, elle sait même pas là où elle est. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'elle puisse avoir un retour d'information sur elle-même. Le travail du facilitateur, justement, à ce moment-là, c'est de l'aider dans cette mise au jour d'informations, à mieux se connaître et à mieux savoir comment il fonctionne et à savoir réellement où il est. C'est-à-dire où elle est sur tous les plans, physique, émotionnel, énergétique, mental, spirituel, relationnel, cognitif, intellectuel, en relation aussi avec ses objectifs ou les obstacles à la performance, ou ce qui facilite la performance. Et ça, c'est un travail exploratoire premier, c'est-à-dire qui est vaste et large. Avant d'envisager de déterminer des opérations spécifiques à effectuer. Par exemple, je ne sais pas si, a priori, je ne sais pas si on va travailler d'abord sur un objectif ou sur ses savoir-faire efficaces ou sur ce qui l'empêche de performer. C'est ces réponses, c'est l'émergence dans l'instant qui va déterminer la priorité. Parce que la priorité, elle va être déterminée par un pourcentage de certains mots qui vont se répéter, qui vont revenir, et c'est lui-même ou elle-même qui va mettre au jour la direction. Est-ce qu'on part aujourd'hui direct sur l'objectif ou on traite ce qui se passe aujourd'hui dans l'instant présent, ou ce qui lui prend la tête, ou ce qui lui prend le cœur, ou ce qui lui prend le corps. Donc ça, c'est pour ça que, merci pour la question, parce que c'est vraiment un élément important. S'intéresser seulement à l'objectif, on est dans une lecture trop linéaire, trop mentale justement, et on n'est pas dans la complexité à ce moment-là, pour moi en tout cas. Ouais, mais alors quand on s'occupe d'une équipe,
Voilà, c'est un sport collectif Ouais. et l'équipe a un but, voilà, devenir champion du monde, champion Ouais. d'Europe, etc. Ouais. Donc c'est bien forcément sur un objectif. Ouais. Là, comment tu travailles dessus alors? Mais c'est là, de la même manière, parce que ça c'est aussi, on peut envisager l'équipe comme un individu, un grand corps, un ensemble de parties qui forment une entité globale. Et donc les différents membres de cette équipe sont des parties de cet individu. Et donc questionner ce grand corps, c'est questionner le groupe en même temps, dans un travail de régulation. Et de la même manière, je vais questionner tous les membres de l'équipe ensemble. Parce que justement, là ce qui est intéressant dans l'équipe, c'est de voir comment ça interagit entre eux. Et de voir quelles sont les parties qui sont en symbiose et bien connectées, en interinfluence forte. D'autres où il y a moins d'influence, où parfois même il y a des freins. Et là déjà, on est dans une dynamique, dans un travail dynamique sur cette globalité pour générer une cohésion d'un groupe ou une cohésion d'un individu. C'est permettre qualité aux compétences, mais aussi aux freins et aux incompétences, de pouvoir s'exprimer et de trouver un équilibre pour faciliter la performance. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut sélectionner des sportifs en fonction de ce qu'ils sont, plutôt que en fonction de leur qualité, je dirais, sportive? Parfois, oui. On a eu un exemple, par exemple au basket. Sur les dernières compétitions, il y a un joueur qui n'est pas le meilleur joueur de la planète, et ni même français, et qui a contribué à la performance de l'équipe de France masculine, Thierry Tarpey. Et pourtant, justement, lorsqu'il a pu s'exprimer, alors je ne sais pas si lorsqu'il a pu s'exprimer parce qu'on lui a fait confiance, et aussi parce qu'il a apporté à l'équipe une qualité vraiment importante, une qualité de facilitateur de cohésion, d'engagement, d'humilité, de travail, de courage, de persévérance, et de travailler pour l'équipe. Il a influencé énormément l'équipe. Une grande partie du résultat est due à cet homme-là, et c'est pas lié seulement à ses compétences basket. Et ça c'est intéressant. Et donc parfois le choix d'un entraîneur n'est pas le choix du meilleur joueur, parce que parfois le choix de certains meilleurs joueurs, ça peut être un handicap pour une équipe. Donc du coup, là on rentre dans une approche complexe, plus riche et plus complexe de la dynamique d'un groupe. Et là, ça devient très très intéressant pour l'entraîneur, pour l'ensemble, mais aussi pour les joueurs. Parce que du coup, les joueurs qui voient ça, qui vivent cette expérience-là, commencent à se poser des questions. Dire, mais oui, mais lui, il a été sélectionné, pourquoi pas moi? Peut-être que tu te poses des questions sur ce qui facilite la performance d'un groupe, et de ton rôle, et de ce que toi, tu pourrais développer demain pour faire partie de ce groupe. Et donc, en vient la question, comment tu alternes ces moments individuels et de groupe, comment tu procèdes? Est-ce que c'est, à un moment donné, tu sens un besoin, ou est-ce que tu commences d'abord par voir le groupe de façon individuelle, ou enfin, comment ça procède? Alors ça a varié. Avec le handball, j'avais démarré avec le groupe dans sa globalité dès le début, parce qu'il y avait un peu urgence, parce que Olivier m'a sollicité en avril pour les Jeux de Rio, lorsqu'il est revenu aux manettes, et du coup j'ai démarré par le groupe, mais après j'ai très vite travaillé avec chaque individu du groupe. Et là en l'occurrence, dans un premier temps, je vois tout le monde, et puis ensuite, en fonction des émergences et en fonction des besoins, je vois plus certains joueurs ou certaines joueuses que d'autres. Il n'y a pas de systématisation, il n'y a pas de régularité dans la répétition des entretiens et des entrevues. Par contre, il y a une régularité dans le travail collectif, dans la dynamique de groupe, travail de régulation et de cohésion. On associe souvent préparation mentale et sportif. Est-ce que, à contrario, tu travailles aussi avec des entraîneurs sur leur posture, notamment vis-à-vis des joueurs, des sportifs qu'ils ont? Oui. Je travaille aussi avec les entraîneurs là-dessus, oui. Et donc, du coup, c'est exactement la même méthode ou Alors, il y a pour moi, dans mon travail de développement et d'accompagnement, il y a la dimension d'accompagnement propre,
à proprement parler, et il y a la dimension formation. Et je pense que les deux sont nécessaires. Je pense qu'il faut que les entraîneurs s'emparent de certaines compétences, de certains savoir-faire des accompagnateurs, ça c'est sûr et certain, surtout dans le domaine de la communication, du langage, du savoir-faire à cet endroit-là pour être clair dans ses messages, mais aussi influencer, on va dire, de façon globale, systémique, et se poser des questions. Et après, le côté développement et accompagnement individuel est important aussi parce que je le vois avec le travail que je fais en particulier avec Vincent, mais je l'ai fait avec d'autres entraîneurs avant. Ça leur permet vraiment, en se connaissant mieux, de pouvoir déterminer les frontières entre leur monde et le monde des autres, le monde des joueurs, et donc de moins les impacter avec leur propre monde, et donc du coup limiter la communication, fermer la communication, et donc inversement, donc du coup faciliter l'ouverture et les échanges et la confiance réciproque, partagée dans les échanges. Ça me paraît important. Parce que du coup, l'entraîneur va pouvoir aussi, non seulement dans la relation individuelle ou de groupe, influencer de façon constructive et positive la performance. Pour moi, ça me paraît capital que les entraîneurs du futur, et je pense aussi dans la formation de l'entraîneur, doit être intégré ces savoir-faire relationnels et aussi une connaissance de soi. Tu m'as témoigné que le groupe handball, sur leur fin de... Oui. Elles étaient autonomes, oui. Elles avaient presque plus besoin de toi. Ouais. Et donc, comment t'amènes ça ? Oui, et voilà, c'est un bon exemple. Le chemin parcouru avec elles, avec les joueuses et le staff, parce que aussi il y a aussi une acculturation du staff. Le chemin parcouru a facilité, c'est comme, comment dire ça, c'est comme une gymnastique, c'est-à-dire plus on fait les mêmes gestes, et plus c'est fluide. Et puis il y a une appropriation, de savoir-faire en relation de chacun, et du coup ça génère de la fluidité dans la communication, de la clarté. Et la clarté, elle est importante. On gagne du temps, et on fait des économies d'énergie, et puis il y a la capacité à se questionner et à questionner l'autre s'il y a de l'incompréhension ou une difficulté. Tout ça, c'est des choses qui sont acquises au fur et à mesure, et donc au bout du compte, oui, ça génère peut-être que le mot autonomie n'est pas le bon mot, mais ça génère en tout cas des compétences qui facilite les échanges et donc qui facilite la performance de l'équipe. Voilà, c'est de l'apprentissage essentiellement. Ouais. Donc une montée en compétences. Est-ce que tu pourrais nous éclairer d'un exemple, d'un moment où le groupe, un des groupes que tu as accompagné, soit les handballeuses, soit le basket, où tu as senti qu'il y avait une marche qui était passée, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, tout en restant dans la confidentialité, mais un exemple de ton intervention J'en ai un très, très, très net qui est à mon esprit pour Tokyo, par exemple. Et là, je l'ai partagé avec Olivier, avec le staff, et tout le monde était au courant, les joueuses aussi d'ailleurs. C'était tellement flagrant, et donc on avait une situation de conflit entre certaines joueuses. Et que moi j'ai suivi des formations justement pour la régulation des conflits, et une des méthodes de régulation, en tout cas un des grands maîtres, on va dire, de la régulation des conflits, Arnold Mindel, dit que un conflit, si on ne le traverse pas, entretient le conflit. C'est-à-dire qu'il faut absolument aller dans le conflit, s'asseoir dans le feu du conflit. Et donc, il ne sert à rien de chercher à l'éteindre, à le taire, il est là. Et donc, si vous voulez régler un conflit, il faut y aller. Donc, à un moment donné, j'ai pris mon temps, parce que moi, je l'ai vu, il était là dès le début. Et donc, à un moment donné, il a fallu le faire dans le groupe, réguler cette problématique. Et notamment c'était 2 joueuses face à l'ensemble du groupe, et donc elles ont pu s'exprimer devant le groupe. Alors je donnerai pas tous les détails évidemment, mais il y a eu de l'émotion, il y a eu du partage, il y a eu de l'accueil, il y a eu des allers-retours, et ça a permis à ces joueuses là de passer à autre chose, et surtout sur le plan émotionnel et mental, de nouveau être disponible
pour l'équipe, et au lieu d'être focal sur leurs problématiques et sur ce conflit-là. Voilà. Et parce que c'était bien sûr réciproque, du coup ce conflit touchait toutes les parties du groupe. Hein. Voilà. Donc ça a été un élément, je pense, vraiment important. Et du coup, ça a contribué à souder un peu plus les joueuses et à les embarquer vers un résultat qu'on a bien aimé. Moi aussi. Je pense que c'est pas la seule raison du résultat, bien entendu. Hein. Mais disons que c'est une petite contribution à un endroit. Chacun y a contribué, a fait sa part, hein, autant les joueuses que les membres du staff. Et par conséquent, est-ce qu'il y a tu utilises des outils j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de phases de questionnement. Est-ce qu'il y a des outils, comme on sait très bien qu'en préparation mentale, il y a la méditation, la respiration, la sophrologie, etc. Ouais. Est-ce que toi, tu es adepte de certaines méthodes, certains outils ? Alors, je suis fan d'un outil important pour moi, mais par contre, comme tu as pu peut-être l'entendre, j'ai un parcours où j'ai appris différentes méthodes depuis que je travaille, depuis 40 ans, que ce soit la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, certaines techniques alternatives de Palo Alto, le travail sur l'hygiène relationnelle de Salomé. Enfin, il y en a une ribambelle, le process work, et il y a surtout le clean language et la modélisation symbolique aussi. Et ce qui m'intéresse par rapport aux outils, comme je l'ai dit juste au début de l'entretien, ce qui m'intéresse, c'est partir de là où est l'autre. C'est-à-dire que la méthode que je vais utiliser sera en fonction de là où est la personne et de ses besoins. Et néanmoins, la méthode du clean language, par exemple, de David Grove, il est décédé, d'origine néo-zélandaise, mais aussi maori. Pour moi, c'est important de préciser ça. C'est parce qu'il y a une approche liée à sa culture, une approche qui est hors cadre, on va dire, cognitive, c'est-à-dire une approche qui relie le corps et la tête, et qui se rapproche d'ailleurs de techniques hypnotiques, et qui permet, à travers des questions très simples et très ouvertes, justement de ne pas trop être invasif sur l'individu, et donc de pouvoir répertorier les informations essentielles de la personne. Donc ça, c'est vraiment un outil majeur que j'utilise pratiquement systématiquement, parce qu'il est à contre-culture. Tu as des moments donc d'interaction pour aller creuser avec l'individu ou avec le groupe, et tu as des moments d'observation. Qu'est-ce que tu observes à ce moment-là ? J'observe les gestes, les attitudes, les regards, tout le comportement corporel. Parfois aussi, bien sûr, les conversations, quand je suis admis à écouter, ou quand c'est ouvert aux autres. Et c'est là où, c'est quand j'ai dit tout à l'heure que quand j'entre en sélection, dans une sélection, du début de la campagne jusqu'à la fin, je travaille. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas en entretien. Donc j'observe toutes les attitudes et tout ce qui se répète aussi. Tout ce qui est exceptionnel et tout ce qui est routinier et qui se répète. Et j'essaye de mettre, comme dans le langage, de mettre au jour et de retenir ce qui est clé et singulier. Singulier est un mot clé aussi. La singularité de l'individu, c'est de mettre au jour une identité propre, unique, qui fait que la personne est ce qu'elle est et qu'elle va s'exprimer avec un certain style, laissant une certaine empreinte aussi autour d'elle et dans l'environnement. Est-ce que tu peux donner un exemple de ces comportements que tu observes qui sont soit routiniers, soit exceptionnels, par exemple ? Il y a des habitudes, par exemple, quand je regarde les sportifs s'asseoir à table. Voilà. Il y en a qui s'assoient toujours au même endroit. Et il y en a d'autres, ils s'en foutent. Ils s'assoient, c'est aléatoire. Déjà, ça me permet de vérifier sur quelle typologie je suis. Mais je le vérifie pas seulement avec cette attitude-là. C'est ça, plus une autre attitude ailleurs, plus un langage, plus une typologie, plus ses objectifs, plus ses mots-clés. C'est-à-dire que c'est l'addition. Donc quand je vois ça
je dis, ça c'est un élément supplémentaire qui appuie toutes ces autres informations, c'est-à-dire que c'est connecté, je tiens un fil d'Ariane, je suis un fil d'Ariane. Par contre, je peux avoir une attitude qui contredit des choses que j'ai vues ou entendues. Et là, ça m'amène donc à continuer à questionner pour aller un peu plus loin dans la recherche. Encore une fois, il faut considérer l'individu comme quelqu'un de complexe, et parfois, il y a des typologies des personnes qui ont développé une polyvalence où c'est difficile de mettre les personnes dans une case. Et d'ailleurs, c'est intéressant de ne pas les mettre dans une case. C'est pour ça que quand on parle de singularité, finalement, la singularité, c'est sortir la personne d'une case pour lui permettre d'être dans son identité propre et de pouvoir s'exprimer entièrement, avec toutes ses parties singulières. Comment tu différencies un accompagnement d'un adulte, d'un enfant, enfin d'un mineur en tout cas? C'est pareil, là, c'est variable en fonction, alors ça dépend de quel âge, à partir de quel âge. Plus l'enfant est jeune et plus on est, enfin moi je crois, en tout cas j'ai vérifié qu'on est dans une approche immédiate dans la complexité de l'individu, à travers le corps, à travers les émotions, à travers les perceptions. Il y a moins de barrières, moins de filtres. Voilà. C'est assez direct. Et plus on avance en âge, et notamment à partir de la puberté et l'adolescence, et plus donc il y a des éléments qui viennent s'emparer des éléments. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais qui viennent s'emparer des comportements, c'est-à-dire justement toute la dynamique intellectuelle, cognitive de notre vie, et l'éducation s'empare de l'individu. Et du coup, il y a à la fois le langage qui facilite la communication, mais aussi qui fait obstacle à la communication. Donc, entre l'enfant et l'adulte, moi je travaille plus rapidement avec le corps, avec des métaphores, avec l'inconscient, enfin la relation conscient-inconscient avec les jeunes, ça va très vite. Et avec les adultes, je suis obligé de passer d'abord par la cognition, par le langage, pour ensuite aller vers le corps. C'est à peu près ça. Et avec les ados qui sont entre les deux? Ça dépend de la typologie. On a des ados qui sont très cérébrales, donc à ce moment-là, je démarre par la tête. Mais parfois, quand ils sont en difficulté, je démarre par le corps. Et parce que c'est un paradoxe aussi, c'est cette inversion. D'ailleurs, ça nous est tous arrivé. On voit bien que, moi je le vis aussi. Des fois, je bascule à l'opposé de qui je suis quand je suis en stress ou fatigué. Et c'est intéressant quand même ce fait, non ? C'est quand même intéressant. Donc voilà. Donc voilà, l'adolescent, c'est en fonction de là où il est. Toujours pareil. Voilà. Moi, j'ai une petite question sur les émotions. Est-ce que on peut choisir son état interne, c'est-à-dire dans une situation bien précise, par exemple me sentir fort avant une compète, et puis si je reprends le basket, j'ai un lancer franc, et plutôt être calme, posé à un moment donné. Est-ce qu'on peut switcher d'un état à l'autre ? Oui, et ça peut même être entraîné, ça, comme on entraîne un geste technique. Bien sûr, mais ce sera entraîné avec les paramètres propres à l'individu et non pas une recette. C'est-à-dire que la relaxation, ça marche pas seulement ça, et la visualisation non plus, ça marche pas si c'est pas inscrit dans la singularité de l'individu. Ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que pour moi, la préparation mentale qui utilise des outils systématiques comme visualisation, relaxation ou respiration pour préparer par exemple un lancer franc, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est mettre au jour la singularité de la personne, comment elle est quand elle est dans les conditions de réussir, elle-même, et ce ne sera pas la même chose que son voisin. Donc ça c'est intéressant, et ça marche pour créer les conditions. Donc travailler sur la sphère émotionnelle, on peut lui travailler de plusieurs façons, à la fois grâce à la mise au jour des paramètres et des points clés singuliers de la personne sur les conditions de sa perf, et ensuite en parallèle aussi sur comment elle gère ses émotions en phase de stress ou comment elle se prépare de façon positive quand elle réussit avec des émotions reliées à l'efficacité. Et on arrive à travailler sur le stress, à l'entraînement, alors que le stress n'est pas le même en compétition. Oui, le stress n'est pas le même en compétition, bien entendu. Et donc, il faut créer les conditions aussi de l'entraînement comme en compétition.
C'est-à-dire que ça aussi, c'est que les conditions de la compétition et les conditions d'entraînement ne sont pas les mêmes. Et donc quand je suis à l'entraînement, il se passe certaines choses. Quand je suis en compétition, il se passe certaines choses. Mais il faut les questionner. Et donc il faut travailler avec ces conditions, avec ce contexte-là. Mais encore une fois, quand je réponds, c'est un peu simplifié mes réponses, hein. C'est voire simpliste, même si ça peut paraître... J'intègre peut-être plus d'éléments de complexité, mais mon langage, il est simplifié quand même, parce que s'intéresser à la complexité, ça réclame du temps. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci Richard. Merci à tous. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau de performance, Eva Serrano de l'Agence nationale du sport et Patrick Juvin de la Maison régionale de la performance du CREPS Centre-Val de Loire. Montage Stéphane Germain.